bienvenue aux premières vidéos du chapitre 5. C'est encore sur l'optique géométrique, mais cette fois-ci pour des objets différents. On commence avec les dioptres sphériques. D'habitude, vous n'en avez pas vraiment entendu parler au secondaire, ça vous dit pas grand-chose comme mot dioptre. On va donc commencer par présenter ça. Donc le dioptre, c'est simplement une interface. Donc j'ai un changement de milieu, j'ai des indices de réfraction différents de chaque côté, et cette fois-ci, il est sphérique. Donc, le chapitre 4, où on voyait la réfraction avec des surfaces planes, j'aurais aussi pu dire que c'était un dioptre plan. Ça aurait tout à fait été valide. Cette fois-ci, on ajoute une forme sphérique. Mais la logique de base est la même. Donc, j'ai un rayon qui va être réfracté. La loi de Snell-Descartes s'applique encore une fois avec mes angles par rapport à la normale. Si je change l'indice de réfraction d'un côté ou de l'autre, ça va venir changer la déviation de mon rayon. Et si je veux trouver la position de mon image, ben, j'irai faire deux rayons et je pourrai trouver la position de mon image au point d'intersection du prolongement de mes rayons images. Je pourrais ajouter un observateur si je veux, qui va venir intercepter donc mes deux rayons images pour qu'il puisse voir l'image en question. On n'a pas besoin de tout ça pour l'instant. Une des choses que je veux vous mentionner, vu qu'on a un dioptre qui est sphérique, il y a une chose qui est intéressante, la normale, pour être perpendiculaire à l'interface, va passer par le centre de courbure. On sait que le rayon d'un cercle est toujours perpendiculaire à la surface. Donc ça va nous permettre d'utiliser quelques propriétés mathématiques éventuellement. C'est quand même pas si facile que ça d'aller trouver la position de l'image. Ça change énormément, ça change selon où est-ce que je mets mon objet, ça change selon où est-ce que je mets mon observateur. Pour le même objet, si je déplace mon observateur, mon image vient de changer de position. Donc, c'est pas toujours facile de savoir où va être l'image. À calculer avec les angles, ce serait assez compliqué aussi pour avoir la bonne distance, la bonne position. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se limiter à des cas un petit peu plus simples. On va définir un axe qui va passer par le centre de courbure et par l'objet. Et on va toujours aller placer notre observateur le long de cet axe-là. Je vais bouger un peu la forme de l'œil de mon observateur, quelque chose comme ça. À ce moment-là, si j'amène deux rayons pour qu'ils passent par l'œil, je peux aller chercher mon prolongement qui est rendu ici, mon image, donc mon croisement des prolongements, et en fait, l'image va être rendue sur l'axe. Et ça va beaucoup me simplifier la tâche parce qu'au lieu d'avoir besoin de trouver une distance et une orientation, j'ai seulement besoin de trouver la distance entre l'image et l'interface. Donc beaucoup plus facile. D'habitude, ce qu'on va faire, on va mettre cet axe-là à l'horizontale parce qu'on n'a pas besoin qu'il soit tout croche. Et ça va beaucoup nous simplifier la vie. La position donc de l'image, comment on va la trouver? On pourra faire une équation mathématique qu'on va appeler l'équation des dioptres sphériques. La démonstration sera à l'étude, elle est expliquée dans une autre vidéo. Pour cette vidéo-ci, je voulais vraiment faire les applications. Chose à noter, les termes de l'équation. Donc N1, qu'est-ce que c'est? C'est l'indice de réfraction dans lequel voyage le rayon objet. Donc le rayon qui part de l'objet, ici ça c'est le milieu N1. Ensuite, N2, c'est le milieu dans lequel voyage le rayon image. Le rayon après avoir été dévié par l'interface. Ça se peut qu'il y ait l'observateur, peut-être qu'il y aura d'autres choses. Ça se peut que ce soit là qu'il y a l'image, mais pas nécessairement. Je rappelle qu'ici, mon image, elle a aussi l'air d'être dans le dioptre. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est où est-ce que les rayons sont réellement allés dans ma loi de Snell-Descartes. Et donc, ici, mon milieu N2, ce serait l'air. Ensuite, côté distance, vu qu'on va être toujours sur l'axe, P c'est la distance entre l'objet et mon interface. Q ce sera donc la distance entre l'image et mon interface. Ici, j'utilise vraiment des sources ponctuelles pour qu'on puisse bien voir les rayons. Mais comme on avait au chapitre 4 avec tous les schémas que je vous faisais faire, je pourrais faire la même chose pour un plus gros objet. Puis à ce moment-là, je pourrais aussi faire des rayons à l'autre extrémité de l'objet. Quelque chose comme ça. Et j'aurais la position d'une image, puis mon poisson image serait d'un endroit bizarre. Par contre, vu qu'on veut avoir des cas où on va être sur l'axe avec l'observateur, ça vient pas mal superposé, puis on voit plus grand chose. Donc d'habitude, on va se contenter de parler d'un objet ponctuel. Puis on ne faut pas vraiment en fait de tracer de rayon non plus.
pour les dioptres, parce que tout est le long de l'axe, plus très intéressant à regarder. La chose qui reste à considérer pour la formule, ça va être le rayon de courbure. Le rayon de courbure, bien, tantôt je vous l'ai montré, il est aligné avec la normale. J'ai juste besoin d'un rayon ici, donc un rayon de courbure ici, ou un rayon de courbure comme ça. Par contre, mathématiquement, on aura besoin de considérer le signe correctement. Le signe du rayon de courbure pourrait être positif ou négatif. Et là, je passe à vos notes de cours. Ici, on a la situation où le rayon de courbure va être considéré positif dans les équations mathématiques. Et c'est quand le rayon incident rencontre une face qui est convexe pour lui. La situation où R va être négatif, ça va être quand le rayon incident toujours, ici c'est après qu'il soit passé à autre chose, mais on ne sait pas, mais le rayon qui arrive à l'interface rencontre une face concave. Donc on aura ces signes-là à considérer pour R. Il y aura aussi possiblement des signes à considérer pour P et Q. Q, on en avait déjà parlé un tout petit peu dans le chapitre 4, je l'avais mentionné, mais on ne l'a pas utilisé. Mais Q va être négatif si l'image est virtuelle. Pour ce qui est de P, on va voir en temps et lieu dans un exemple. Donc justement, je suis rendue à passer à l'application à un exemple. Je saute par-dessus le grandissement transversal quelques instants et je vais tout de suite aller regarder l'application de ce qu'on vient de discuter avec le chat et le poisson. Et je veux distinguer à partir de la même situation de base, qu'est-ce qui est l'observateur, qu'est-ce qui est l'objet. Donc je peux avoir soit le chat qui regarde le poisson, à ce moment-là, le poisson est mon objet. Donc mon rayon lumineux va partir à ce moment-là du rayon, du poisson, pardon, et ensuite s'en aller vers le chat. Et je peux mettre des flèches pour être sûr de se penser dans le bon sens. Alors que dans la situation inverse, quand le poisson regarde le chat, c'est le chat qui est mon objet. Donc mon rayon lumineux part du chat et s'en va jusqu'au poisson. Et j'ajoute le sens de mes flèches pour bien le considérer. Mes rayons, je les ai vraiment tracés n'importe où. En fait, je vous ai dit qu'on allait regarder toujours des cas sur l'axe, c'est vraiment pas mal en ligne droite. Donc, pourquoi est-ce que je fais la courbure? Ben, pour mieux distinguer qu'est-ce qui est mon rayon objet, donc dans ceci qui part du poisson, qu'est-ce qui est mon rayon image, si on veut, qui va jusqu'à l'observateur. Parce que j'aurais besoin de distinguer les milieux pour avoir les N corrects. Donc, lorsque c'est le chat qui regarde le poisson, N1, les rayons objets sont dans l'eau. Et donc, les rayons images, les rayons après avoir traversé le dioptre, sont rendus dans l'air. Ensuite, pour P, je vais vous le laisser déterminer selon le contexte. Et je voulais vraiment parler du signe de R. Donc, dans ce cas-ci, quand mon rayon arrive à l'interface, il rencontre une interface concave, donc le rayon est négatif. Je regarde maintenant la situation où le poisson regarde le chat, donc c'est le chat qui est mon objet. Donc N1, c'est le milieu dans lequel le rayon arrive vers l'interface. Donc ça va être l'air dans ce cas-ci. Et N2, ça va être le rayon dans lequel, le milieu dans lequel le rayon s'en va après avoir traversé le dioptre. Donc dans ce cas-ci, ça va être l'eau, donc 1,33. Pour ce qui est du rayon de courbure, quand mon rayon arrive à l'interface, il rencontre une surface convexe, donc c'est positif. Et moi, pour les rayons de courbure positifs, j'ai tendance à mettre le plus, au moins quand je fais le détail de toutes les informations que j'ai, pour savoir que j'y ai pensé, pour ne pas oublier de vérifier est-ce que ça devrait être un plus ou ça devrait être un moins selon le cas. Donc pour le reste de la démarche, pour ces deux numéros-là, je vais vous laisser la faire par vous-même. Je vais vous donner juste les réponses. Pour l'instant, on peut trouver la réponse de Q avec notre équation des dioptres pour que vous puissiez voir rapidement si ça a bien été ou ça n'a pas bien été. Donc, dans le cas du chat qui regarde le poisson, vous devriez trouver Q de moins 13,9 cm. Et dans le cas du poisson qui regarde le chat, vous devriez trouver moins 15,9 cm. Donc dans les deux cas, on a un Q qui est négatif, qu'on trouve avec la formule, on n'a pas besoin de l'ajouter.
qui veut dire qu'on a une image virtuelle. Donc ensuite, dans vos notes de cours, ici, je reviens au grandissement transversal. Donc le grandissement transversal, c'est pour décrire qu'est-ce qui est arrivé à l'image un petit peu si on veut. Est-ce qu'elle est plus grande, plus petite? Est-ce qu'elle est inversée ou est-ce qu'elle est restée droite, non inversée? La variable qu'on y associe, c'est m minuscule. La définition, c'est la taille de l'image et la taille de l'objet. Ici, on a utilisé y comme si c'était absolument en hauteur, mais en fait, tant que c'est perpendiculaire, en fait, je serais dans le plan, perpendiculaire à la normale à l'interface, ce qui veut à peu près dire parallèle à l'interface, mais vu que l'interface est sphérique, c'est un petit peu étrange. Mais donc, ça pour dire que ça peut être en largeur ou en hauteur, mais ce ne sera pas en profondeur. Une autre démonstration dans l'autre vidéo, donc vous irez le regarder éventuellement, ça nous permet de faire cette relation-là avec toutes nos variables. C'est un petit peu du plugage de formules. D'habitude, on connaît la taille de l'objet, puis on cherche la taille de l'image. Et effectivement, ce sont les informations que je vais vous donner pour que vous puissiez vous vérifier. Donc ici, la taille de l'objet, vu que c'est le chat qui regarde le poisson, la taille de l'objet était de 3 cm, la taille du poisson, et on trouve une taille image de 3,69. Alors que dans le cas du poisson qui regarde le chat, on a juste parlé de l'œil, on voulait avoir une source ponctuelle parce que sinon ça devient mélangeant. Donc la taille de l'objet était de 1 cm et la taille de l'image devient de 1,20 cm. Donc ici on peut remarquer qu'on a des tailles qui sont plus grandes dans les deux cas que la taille de l'objet. Ça veut dire que l'image a été agrandie. Si on avait fait le calcul juste de m, on aurait obtenu un m plus grand que 1. Et vu qu'on n'a pas de moins pour les images, on n'en aurait pas eu pour les m non plus, donc l'image est droite, elle n'est pas inversée. Ça devrait donc bien compléter la théorie. Il me reste à vous montrer ce qui se passe si on a plusieurs interfaces consécutives. Pour en avoir 3, 4, 5, j'ai décidé de faire l'exemple avec 2 pour pas faire ça trop pire. Et la situation que j'ai utilisée, je l'ai prise d'une vidéo que j'ai vue sur YouTube. Donc, on a un verre, initialement il est vide, il y a des flèches sur une feuille de papier dessinées en arrière, puis on verse de l'eau dans le verre. On trouve que ça illustre bien l'effet de l'eau. Et la flèche devient inversée. Donc, c'est une image. On peut déjà prévoir qu'elle va être inversée, mais c'est pas la vraie flèche qu'on voit rendue là, c'est vraiment l'image de la flèche créée par le dioptre sphérique qui est le verre d'eau. Le verre d'eau n'est pas sphérique en tant que tel, il est cylindrique, mais si on le coupe dans le plan horizontal, c'est sphérique. Et ça revient visuellement à quelque chose comme ceci. Donc, il y a la flèche sur l'image, l'observateur de l'autre côté et le rond qui représente le verre d'eau entre les deux. Donc, quand on a plusieurs dioptres successifs, il faut vraiment les faire étape par étape. Il n'y a pas de moyen direct d'aller de l'objet à l'image finale d'un seul coup. Et donc, je reviens avec mon super paint. La première étape, ça va être les rayons qui partent de l'objet et vont aller traverser, s'en aller quelque part dans mon nouveau milieu, donc dans mon verre d'eau dans ce cas-ci. C'est pas facile à dessiner. Donc, je suis allée prendre quelque chose qui le dessine mieux que moi, soit mon petit logiciel de simulation. J'ai fait de deux versions, avec la source ponctuelle parce qu'on voit beaucoup de rayons puis que ça nous donne les positions des images, ou avec 4 rayons, donc 2 à chaque extrémité de l'objet pour qu'on voit mieux les parcours des rayons individuels. Donc ce qui va se produire, les rayons vont effectivement parcourir, entrer dans le dioptre, et si on regarde bien, ils vont se faire dévier. Donc ici aussi, je peux voir qu'ils vont se faire dévier. Et quand ils vont sortir du dioptre, ils vont également se faire dévier. Donc ça va être mes deux étapes. La première étape, c'est quand les rayons entrent dans le dioptre. Et la deuxième étape, c'est quand les rayons ressortent du dioptre. Et éventuellement, ils vont revenir se croiser dans ce cas-ci.
On voit pas super bien comment ils se croisent, même ici on voit pas super bien, et pour mieux vous montrer ce qui se passe, je peux augmenter le nombre de rayons de ma source ponctuelle, et on voit un peu mieux ce qui se passe, ici on est vraiment plein, mais on peut voir qu'ils veulent venir se croiser quelque part par ici. On va aller regarder ce que ça donne pour un observateur. Pour un observateur, effectivement, il va voir une image suspendue dans les airs quelque part ici. Donc, tant qu'il n'est pas bien aligné avec la goutte d'eau, avec le verre d'eau, pardon, il ne peut pas bien le voir. Mais s'il est bien aligné, et c'est ce qu'on veut faire, c'est ce qui fonctionne pour notre équation, l'image va être le long de l'axe. Si je regarde ce qui se passait pour mes rayons ici, je peux voir qu'un rayon qui est parti par en haut au départ est rendu aller vers le bas, donc l'image va être inversée. Ça, je peux aussi le voir, en fait, si je reviens à mon observateur, si je bouge ma source vers le haut, l'image descend, et si je bouge ma source vers le bas, l'image monte. Donc, ça me dit bien qu'il y a une inversion des directions, ce qui correspond à ce qu'on voyait, la flèche rendue à l'envers. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ces étapes-là, mais le calcul au complet, je vous laisse quand même le faire. Donc, pour ma première étape, j'ai quelque chose comme ça qui s'est produit. Je vais séparer mes deux étapes. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est encore N1, N2, R. Puis, je vais aussi aller parler de P cette fois-ci. Donc, N1, ben, mes rayons arrivent dans l'air, puis s'en vont dans l'eau. Donc, pour N1, je vais avoir 1. Pour N2, je vais avoir 1,33. Pour ce qui est du rayon de courbure, ben, dans les deux cas, mon rayon de courbure, c'était 2,5 cm. Il me reste à décider est-ce que c'est positif ou négatif. Les rayons rencontrent une face convexe, donc c'est négatif. Pardon, c'est positif pour une face convexe. Pour ce qui est de la valeur de P, ça va vraiment jusqu'à l'interface, mélangez-vous pas, ça ne va pas jusqu'au centre. Et dans le numéro, cette distance-là par rapport à la surface était de 15 cm. Et on peut faire des calculs. On va trouver Q de 17,317 cm. Ici, je garde beaucoup de décimales parce que je vais réutiliser cette valeur-là plus tard. Ce que ça veut dire, le 17,317 cm, c'est que, je vais reprendre mes rayons, c'est pas ici que je vais vous montrer, c'est ici. Si j'allais pas jusqu'au bout, là où mes rayons viendraient se croiser à partir d'ici, ce serait 17,5 cm après la première interface, après là où ils ont commencé à défiler. Bien sûr, c'est pas ça qui va se produire, parce qu'il y a une autre interface. Il faudra regarder notre deuxième étape. Mais la première étape, ce qu'elle nous dit, c'est que si ça continuait dans l'eau jusqu'à l'infini, mes rayons iraient se croiser 17,315 cm plus loin. Je vais le dessiner avec mes rayons que j'avais ici. Donc, je continue. Quelque part, ces rayons-là se seraient croisés. Et cette distance-là, à partir de la première interface, jusqu'au point où ils se sont croisés, ça c'est Q pour ma première étape, qui est donc mon 17,317 cm. La difficulté quand il y a deux étapes, c'est vraiment P2. On va tranquillement aller vers P2. Donc, pour ce qui est de N1 pour la deuxième étape, ben, cette fois-ci, mes rayons arrivent dans l'eau et s'en vont dans l'air. Ils vont être déviés, mais ils s'en vont dans l'air quand même. Pour ce qui est du rayon de courbure, quand les rayons arrivent, ils voient une face qui est concave. Donc, le rayon de courbure va être négatif. Et, comme je disais tantôt, c'est P qui est un peu mélangeant. Parce que jusqu'à maintenant, P, donc notre sens objet, en fait, notre objet envoyait toujours des rayons divergents à l'interface. Donc, mes rayons, ils s'écartent comme ça, comme ça, comme ça,
quand ils s'en vont éventuellement vers mon interface. Ici, c'est pas ce que j'ai. Ici, je suis rendu avec des rayons qui sont convergents à mon interface. Et des rayons convergents à l'interface, ça va être un objet virtuel. C'est un concept un petit peu étrange, on ne peut pas l'observer directement. Ça veut dire que mes rayons veulent s'en aller vers un point qui est plus loin que l'interface. C'est vraiment cette situation-là que ça veut dire un objet virtuel. Il n'y a pas plus d'interprétation que ça à donner. C'est un petit peu une caractéristique mathématique qu'on veut donner. Pour ma valeur de P, ce que je vais vouloir, ça va être la distance entre ma nouvelle interface et là où mes rayons se seraient croisés. Ce serait P2. Pour trouver P2, je regarde, ici j'ai mon diamètre de mon verre d'eau, j'ai P2 et tout ça ensemble, ça me donne Q1. Ça veut donc dire que je peux trouver P2 en faisant mon diamètre moins Q1. Donc ici le diamètre c'est 5 cm moins 17,317 et ça me donne moins 12,317. Pourquoi est-ce que j'ai fait D moins Q1? Ça a l'air un peu logique. Le plus logique, ça aurait été de dire, ben, je prends le plus grand, puis j'enlève le diamètre qui est plus petit, puis il me reste P2. Ça aurait fonctionné, mais ça vous l'aurait donné en positif. Puis moi, ça donne que je sais que mon P ici est supposé être négatif, parce que je l'ai vu, c'est un objet virtuel. Et je sais que cette formule-là, D moins Q1, donc la distance entre les deux interfaces moins ma première image, va toujours me donner le bon signe. Que mon P2 soit positif ou négatif, donc que ma deuxième interface soit un objet réel ou virtuel, D moins Q1, ça va me donner directement le bon signe. Ça, c'est un petit truc que je vous donne. Et avec ça, vous allez pouvoir trouver la deuxième valeur de Q qui va être de 4,167. Vous aurez aussi les tailles des images à trouver. Je vous donne les réponses, je vous laisse faire les calculs. Donc la taille de l'image ici va être de moins 1,7358 parce que c'est des rayons qui viennent se croiser. Cette image-là aussi aurait été à l'envers. Et ici, la vraie image finale qui est de moins 0,781 cm. Donc on voit que le son c'est négatif. C'est une image qui est inversée. On peut voir que le Q final était positif, c'est une image qui est réelle. Et j'ai pas ajouté la deuxième étape de mes autres rayons. Ça pourrait être pertinent de faire si vous voulez faire votre schéma au complet, mais on n'en a pas réellement besoin. Si vous voulez les faire, ben, je peux essayer de faire quelque chose qui va avoir de l'allure. C'est que rendu ici, mes rayons y auraient croisé encore plus vite. Quelque chose comme ça. C'est pas à l'échelle rendue là. Et ça ici, ça aurait été mon Q de ma deuxième étape. Donc mon image plus proche ici que la première image que j'avais rendue. Il me reste une petite piste de réflexion à vous donner. Pour les exercices qu'il y a dans le chapitre 5, il y a plusieurs numéros qui vont ressembler à ceux du chapitre 4. Sauf qu'au lieu de juste parler des angles de réfraction, on va parler de la position de l'image. Donc, il faut absolument la traiter comme un dioptre. Traiter cette situation-là comme celle d'un dioptre. Mais si c'est une situation avec un dioptre plan, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un dioptre sphérique? Ben oui. Mais je vous laisse réfléchir à qu'est-ce qu'il faut comme grandeur de rayon pour que ça puisse ressembler à une surface plane. Donc, réfléchissez-y. Est-ce que ça va être un rayon de courbure qui va être très très petit ou très très grand qui fait en sorte que la surface a l'air plane? Vous pouvez essayer de penser au fait que la Terre n'est pas plate, peu importe ce que les gens disent sur Internet. Et donc, en pensant si c'est très très grand ou très très petit, ça devrait vous permettre de dire que ça devrait tendre soit vers 0, soit vers l'infini. C'est pas mal les maximums qu'on peut avoir en termes de très très grand ou très très petit. Je vous laisse donc réfléchir à ça et bonne application.